Pour que nature vive. Pour que nature vive. nature vive. Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète. Le vivant et notre planète. Donc les oiseaux sont des dinosaures, donc les dinosaures n'ont pas disparu. Un néandertalien d'il y a 50 000 ans, un homme de Cro-Magnon ou tout le monde, aujourd'hui sur Terre, on a le même ordre de capacité intellectuelle. À partir du moment où on bascule dans le néolithique, la richesse matérielle va prendre beaucoup d'importance. Les sons du vivant ont un effet positif sur notre santé. On sait aujourd'hui qu'il existe des résidus de pesticides dans la plupart des captages d'eau potable qu'on n'arrivera pas à enlever. La biodiversité, c'est un enrichissement pour les citadins qui habitent la ville. C'est les 3/4 de la masse vivante des insectes qui a disparu en l'espace d'une trentaine d'années. Voilà, c'est le vivant comme une solution et les mécanismes écologiques comme des moyens d'action. Un monde sans pollinisateurs avec Emmanuel Porcher. C'est une histoire vieille de plusieurs millions d'années, celle des plantes à fleurs et de leurs pollinisateurs. Jouant une partition à deux voix, ils ont évolué et façonné l'incroyable diversité que l'on trouve sur notre planète. Mais aujourd'hui, ce vieux pacte vacille. Et si les fleurs ne trouvaient plus de partenaires ? Pour nous raconter cette alliance fascinante et les menaces qui l'ébranlent, nous sommes avec Emmanuel Porcher, écologue et professeur du Muséum national d'histoire naturelle. Bonjour. Bonjour. Alors les plantes à fleurs cèdent des pollinisateurs pour se reproduire depuis l'ère des dinosaures. C'est donc une relation qui est très ancienne. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que la pollinisation et comment elle a façonné la nature comme on la connaît aujourd'hui ? La pollinisation, c'est le transport du pollen, qui est une forme de vie des plantes qui produit les cellules reproductrices mâles. Ce transport, il a lieu entre la partie mâle des fleurs, qui sont les étamines, et la partie femelle, qui est nommée le pistil. Et le pollen est complètement inerte, donc il a besoin d'un vecteur pour être transporté. Ce vecteur, ça peut être le vent, mais ce sont très souvent les animaux. Et cette relation qui existe entre les plantes et les animaux, elle est en place depuis plus de 100 millions d'années et elle a été façonnée par la sélection naturelle qui a favorisé chez les plantes des caractéristiques qui leur permettent de bien se faire repérer et attirer les pollinisateurs. Et chez les animaux qui transportent le pollen, les pollinisateurs, des caractéristiques qui permettent de repérer facilement les plantes et de trouver facilement la nourriture sur les plantes, puisqu'ils viennent ici récolter soit du nectar, qui est un liquide sucré riche en énergie, soit du pollen, qui est une source de lipides et de protéines. Donc c'est une interaction ancienne avec des bénéfices mutuels et qui a été façonnée pour traverser des changements dans l'environnement, donc qui a été assez robuste jusqu'à récemment. Donc vous le dites, cette alliance a rendu les systèmes plus stables, plus résilients, et les plantes ont développé aussi des formes et des couleurs particulières pour attirer les insectes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça ? Ces formes, ces couleurs, même ces odeurs sont celles qui peuvent être facilement reconnues par les insectes. Et les plantes à fleurs sont caractérisées par une très très grande diversité dans ces morphologies, ces odeurs, ces couleurs, qui est liée à la grande diversité aussi des animaux qui transportent le pollen, les pollinisateurs. Et donc on a toutes les couleurs du jaune, du bleu, du rouge, du violet, des odeurs qu'on pense souvent des bonnes odeurs, mais pas toujours, parce que tout dépend de ce que recherchent les pollinisateurs. Et par exemple, on a un groupe de plantes que l'on trouve en Asie du Sud-Est qui s'appelle les Rafflesie, qui ont été façonnées par la sélection naturelle pour attirer des mouches qui habituellement pondent sur des cadavres. Et donc, ce sont des plantes qui produisent des fleurs très très grosses, qui peuvent faire jusqu'à 1 mètre et jusqu'à 10 kilos, alors qu'elles-mêmes sont des plantes parasites qui sont très très discrètes. Et ces fleurs ont une couleur et une odeur de cadavre.
Donc on peut parler d'une coévolution entre les plantes à fleurs et les pollinisateurs. Exactement. Il y a eu une sélection conjointe des caractéristiques des plantes et des caractéristiques des pollinisateurs qui ont abouti à des situations parfois de relations très très étroites avec certaines plantes qui sont pollinisées par une seule espèce de pollinisateur et inversement, cette espèce de pollinisateur ne vient visiter que cette espèce de plante. Et on a un bon exemple avec une orchidée qui s'appelle l'étoile de Madagascar, dont Charles Darwin avait reçu des spécimens et comme il avait élaboré sa théorie de l'évolution par la sélection naturelle, il a constaté en voyant cette fleur qu'elle avait un très très long éperon à l'arrière de plusieurs dizaines de centimètres au fond duquel il y avait du nectar. Et il a prédit que cette plante devait avoir un pollinisateur capable d'aller chercher le nectar tout au fond de l'éperon. Et à l'époque de Charles Darwin, on ne connaissait pas ce pollinisateur. Il a été découvert seulement plusieurs dizaines d'années après. Et effectivement, c'est un papillon qui a une trompe de la même longueur que cet éperon derrière la fleur. Est-ce que vous avez d'autres exemples de ce type d'interaction qui sont assez étonnantes par leur précision ou voire même leur étrangeté, comme dans le cas que vous nous avez raconté ? Alors peut-être un petit point d'attention, c'est que ces cas de spécialisation restent relativement rares dans le monde des interactions entre les plantes et les pollinisateurs. Et on a beaucoup plus de situations qu'on appelle de généralisme, où une même espèce de plante est pollinisée par plein d'espèces de pollinisateurs et inversement, une même espèce de pollinisateur peut visiter plein d'espèces de plantes. Mais on a quand même plein d'exemples qui sont surprenants et notamment qui sont liés au fait que souvent les pollinisateurs viennent chercher de la nourriture dans les fleurs, mais dans certains cas, ils viennent chercher autre chose. Par exemple, il y a certaines espèces d'abeilles sauvages qui viennent passer la nuit dans des fleurs d'une espèce d'iris qui a des fleurs très très sombres, presque noires, ce qui permet à ces abeilles, le matin tôt, de bénéficier de la chaleur qui est produite par l'ensoleillement sur la fleur et de démarrer leur journée de recherche de nourriture plus tôt. Et puis il y a d'autres exemples d'abeilles dont les mâles vont chercher des parfums sur les fleurs. Les mâles se servent de ce parfum ensuite pour attirer plus facilement les femelles des abeilles. Ou encore des situations où le pollen peut être un médicament pour les abeilles. Par exemple, le pollen du tournesol a une forme avec beaucoup de petits piquants autour du pollen et on a pu montrer que ça aide les bourdons à lutter contre des parasites intestinaux. On a déjà parlé de quelques exemples différents de pollinisateurs, mais c'est vrai que quand on pense à eux, on pense très rapidement aux abeilles. Est-ce que vous pourriez nous les décrire un peu, cette grande famille des pollinisateurs ? On pense beaucoup aux abeilles parce qu'effectivement, c'est un groupe qui a vraiment coévolué très fortement avec les plantes à fleurs et qui a multiplié son nombre d'espèces au moment où les plantes à fleurs sont apparues sur la planète. Donc bien sûr, il y a l'abeille mellifère, celle qui produit le miel, qui est une abeille qui est domestiquée par les humains et qui représente une seule espèce. Mais dans le groupe des abeilles, qui comprend les bourdons notamment, il y a près de 20 000 espèces dans le monde et de l'ordre de 1000 espèces juste en France dans l'Hexagone. Et puis, il y a plein d'autres insectes qui contribuent à la pollinisation et qui ont aussi des rôles très très importants, notamment dans le groupe des mouches. Vous avez en particulier des petites mouches rayées noires et jaunes qui ressemblent à des abeilles, qu'on appelle les cirphes, qui sont des très très bons pollinisateurs. Et parmi les insectes, on a parlé des papillons, et il y a plein de papillons de nuit qui sont pollinisateurs. Donc la pollinisation peut avoir lieu aussi pendant la nuit. Il y a des insectes dans le groupe des coléoptères, le groupe des coccinelles et des carabes contiennent des espèces qui peuvent polliniser. Mais il n'y a pas que des insectes, il y a aussi des oiseaux. Le groupe des colibris, par exemple, sont des oiseaux pollinisateurs. Vous avez des mammifères, les chauves-souris, mais aussi des petits rongeurs. Et puis, vous avez des exemples un peu plus exceptionnels dans les escargots ou les lézards, par exemple. Chaque pollinisateur a des stratégies différentes, a peut-être des préférences. Est-ce que vous avez des exemples ? Oui, alors ils ont des stratégies différentes en fonction de quelle capacité ils ont à détecter les espèces de plantes à fleurs et notamment, selon les pollinisateurs, ils ne voient pas aussi bien dans les différentes longueurs d'onde.
Par exemple, on sait que les insectes voient plutôt dans les couleurs jaune, bleu et l'ultraviolet, alors que les oiseaux voient plutôt bien dans les couleurs rouges. Et on a des exemples d'une espèce de plante en Amérique du Nord où la même espèce a des populations avec des fleurs qui sont soit jaunes, soit rouges, selon quel est le pollinisateur dominant dans la région. Et il y a des fleurs oranges à l'interface entre les deux régions. Et puis, vous pouvez avoir aussi des différences morphologiques. Donc, on a déjà parlé du papillon qui a cette très longue trompe, mais les colibris, typiquement, ont des becs qui sont très longs et très fins pour être capables d'aller chercher du nectar au fond de fleurs un peu profondes. Ce que vous décrivez, c'est du mutualisme, mais il y a aussi quelques exemples de tricherie. Est-ce que vous pourriez nous en raconter une ? Oui, dans la plupart des cas, effectivement, les bénéfices sont réciproques. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que la sélection naturelle, elle favorise des plantes qui sont capables d'attirer les pollinisateurs et d'un autre côté, des pollinisateurs qui sont capables de récupérer la nourriture. Mais les plantes peuvent très bien attirer les pollinisateurs sans leur fournir de récompense. Et inversement, les pollinisateurs peuvent très bien trouver la nourriture sans transporter le pollen. Et alors, un exemple, ce sont un groupe d'espèces d'orchidées qui produisent des fleurs qui n'ont pas de nectar, pas de nourriture pour les pollinisateurs, mais qui ressemblent à des femelles d'abeilles et qui ont surtout l'odeur des femelles d'abeilles et qui se font polliniser en attirant des mâles de ces espèces d'abeilles. Alors plutôt des mâles qui viennent juste d'émerger et qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience, mais qui vont de fleur en fleur en essayant de s'accoupler. Et par là, ils transportent le pollen, mais ils ne trouvent aucun bénéfice. Maintenant, si on prend peut-être un peu de hauteur, une question qui vient en tête, c'est pourquoi cette alliance entre plantes à fleurs et pollinisateurs, elle est essentielle à la vie et à nous aussi les humains. Elle est essentielle pour plusieurs raisons. La première, c'est que la très grande majorité des plantes à fleurs, qui représentent elles-mêmes la majorité des plantes sur la planète, dépendent des pollinisateurs pour leur reproduction. Donc sans pollinisateurs, c'est 90% des espèces de plantes à fleurs qui ne pourraient plus se reproduire ou beaucoup moins bien. Et ces plantes à fleurs, ça représente les 4/5 de la matière vivante sur la planète. Et donc, elles sont à la base de toutes les chaînes alimentaires terrestres. Ce sont les plantes qui nourrissent l'intégralité ou presque des animaux, des champignons et d'autres groupes sur la planète. Et donc, sans ces plantes, toute la diversité du vivant dans les milieux terrestres serait bien différente. Et par ailleurs, elles jouent un rôle très important dans la régulation du climat. Notamment, elles atténuent les effets des émissions de gaz à effet de serre des activités humaines. Elles piègent une partie du dioxyde de carbone que nous émettons en utilisant des énergies fossiles. Et elles ont aussi un rôle de refroidissement local de la température parce qu'elles transpirent. Et en transpirant, cette évaporation de l'eau, ça refroidit parfois de plusieurs degrés la température localement. Pour nous les humains, et notamment par rapport à notre régime alimentaire, qu'est-ce que cela changerait si cette alliance se fragilisait ? Eh bien, comme je vous l'ai dit, les plantes sont à la base des chaînes alimentaires et notamment les chaînes alimentaires dont on se nourrit. Et en fait, les plantes qui dépendent des pollinisateurs pour leur reproduction, elles sont vraiment indispensables à l'équilibre de notre régime alimentaire. Il y a beaucoup de fruits et de légumes qui sont des sources de vitamines et de fibres vraiment importantes pour notre régime alimentaire qui dépendent de ces pollinisateurs. Donc pour vous donner une petite liste à l'après-vert, on a les courgettes, les avocats, les concombres et les cornichons, beaucoup de fruits, les kiwis, les melons, les pastèques, les abricots, les amandes, les poires, les prunes, les pêches, les pommes. Vraiment beaucoup et peut-être moins indispensable immédiatement, mais qui contribue énormément à notre qualité de vie, le café ou le chocolat sont également très dépendants des pollinisateurs pour la production de graines et de fruits. Certains d'entre nous se souviennent des pare-brises des voitures qui se recouvraient d'insectes écrasés pendant les trajets d'été.
C'est une image qui était assez banale il y a quelques décennies, mais qui aujourd'hui est devenue assez rare. Est-ce qu'on sait mesurer concrètement le déclin des pollinisateurs et est-ce qu'on en comprend bien les causes aujourd'hui ? Oui, alors ce sentiment de voir moins d'insectes autour de nous, c'est un sentiment qui est, je pense, assez général, particulièrement quand on commence à avoir un peu d'années sur la tête, mais qui n'a été quantifié que relativement récemment. Donc on a commencé un petit peu dans les années 1990 parce que on a récolté des données sur les papillons, mais c'est plutôt dans les années 2010 et après qu'on a réussi à bien quantifier ce phénomène, notamment parce que pour la première fois, on a eu des programmes qu'on appelle de sciences participatives qui réunissent des chercheurs et des bénévoles, dans ce cas-là pour étudier la nature et notamment les insectes, en utilisant des méthodes qui sont toujours les mêmes pour compter le nombre d'insectes, ce qui permet de vraiment quantifier est-ce que l'abondance change au cours du temps. Et par exemple, il y a eu une initiative au Royaume-Uni à partir des plaques minéralogiques des voitures. On demandait aux gens de les nettoyer avant un voyage, puis à la fin du voyage, de compter combien d'insectes s'étaient écrasés sur cette plaque. Et les chiffres qui viennent de ces programmes de sciences participatives, il y en a eu plusieurs. Ils sont tous concordants et ils sont tous très alarmants. Les ordres de grandeur, c'est entre 60 et 75%, les 3/4 de la masse vivante des insectes qui a disparu en l'espace d'une trentaine d'années. Alors, on peut aussi avoir le sentiment parfois qu'il y a des insectes qui sont en augmentation. Donc typiquement, on peut avoir des situations avec des espèces de moustiques qui sont en train de s'installer dans certaines parties de la France. Et c'est vrai qu'il y a quelques espèces ou groupes d'espèces qui augmentent. Et ce sont souvent des espèces pour lesquelles les prédateurs sont d'autres insectes. Et typiquement en Allemagne, il y a une étude qui a montré qu'on avait perdu 90% de la masse des insectes, à part pour le groupe des pucerons. Et ces pucerons et d'autres insectes qui sont en augmentation, ils prolifèrent grâce à la disparition de leurs prédateurs. Et les causes, elles sont relativement bien connues, même s'il reste de la recherche à faire pour un peu plus les détailler. Mais les deux principales, ce sont les mêmes que pour le reste du monde vivant. C'est la destruction des éléments naturels dans les paysages, qui sont des habitats et pour la reproduction et pour l'alimentation des espèces d'insectes, et les pollutions, et notamment l'utilisation massive d'insecticides. Donc l'agriculture telle qu'elle s'est développée depuis le milieu du XXe siècle, qu'on peut appeler une agriculture industrielle, est probablement en bonne partie responsable de cet effondrement des insectes en général, des pollinisateurs en particulier, même s'il y a d'autres causes complémentaires, dont l'urbanisation ou par exemple le réchauffement climatique. Donc vous nous avez parlé d'une diminution du nombre de pollinisateurs. Est-ce que l'idée de polliniser à la main ou avec des robots, c'est une réalité qui arrive ou est-ce que c'est encore de la science-fiction ? Non, cet effondrement dans l'abondance des insectes et des pollinisateurs, on commence à voir ses effets, en particulier pour la pollinisation des cultures, mais de façon générale pour la reproduction de plusieurs espèces de plantes sauvages. Donc dans le cas de la reproduction des cultures, on sait par exemple qu'en Amérique du Nord, qui est un des pays majeurs pour la production des amandes, au moment de la reproduction des amandiers, il n'y a pas assez de pollinisateurs sauvages pour assurer toute la reproduction. Et donc, les cultivateurs sont obligés de faire venir des ruches de l'ensemble du pays. Et à ce moment-là, c'est 90% de toutes les ruches de toute l'Amérique du Nord qui sont concentrées autour des amandiers. Alors, c'est une situation qui est à la fois liée à une diminution des pollinisateurs, mais aussi au fait qu'il y a massivement des cultures d'amandiers sur des milliers d'hectares dans une région restreinte. Donc on déplace massivement des ruches, mais ce qui n'est pas sans poser problème parce qu'en même temps, vous avez des traitements insecticides pour protéger les amandiers contre des ravageurs, ce qui fait des dégâts sur les ruches. Et donc une solution qui est envisagée, c'est d'utiliser des machines pour polliniser, qui sont développées et qui commencent à être utilisées, qui sont des machines qui pulvérisent du pollen sur les amandiers à la place des pollinisateurs.
De façon générale, face au déclin des pollinisateurs, les sociétés humaines ont plutôt tendance à essayer de trouver des solutions qui permettent de s'affranchir encore plus des pollinisateurs. Donc c'est l'exemple de ces machines, mais vous avez aussi des développements de variétés de plantes cultivées qui sont moins dépendantes des pollinisateurs ou de l'utilisation de pollinisateurs domestiqués. Et ces solutions-là, elles sont très très discutables, d'une part parce qu'elles ont tendance plutôt à amplifier le problème, à fournir de moins en moins de ressources pour les pollinisateurs sauvages. Et puis, elles rendent les agriculteurs et les agricultrices très dépendantes de ces solutions technologiques et des entreprises qui les fournissent. C'est une question qu'on redoute presque de poser, mais elle est essentielle. Est-ce qu'on peut encore croire à la résilience du vivant dans ce contexte ? Est-ce qu'on a des raisons d'espérer ? Alors la situation est très très inquiétante, c'est vrai. Mais oui, on a des raisons d'espérer, clairement. D'une part parce que le monde vivant en général, il est présent sur la planète depuis de l'ordre de 3 ou 4 milliards d'années. Et il a réussi à traverser des crises environnementales majeures. Et en particulier les interactions entre les plantes et les pollinisateurs. Elles sont un peu plus récentes, mais elles ont quand même 100 millions d'années et on sait qu'elles ont fait face à ces changements environnementaux. Et tout le vivant a été sélectionné pour réussir à s'adapter face à des changements de l'environnement. Donc si on arrive à laisser suffisamment de temps et de place à ce monde vivant et aux plantes et aux pollinisateurs, on sait qu'ils vont repartir très rapidement. Et on a toute une recherche qui se développe en sciences de la conservation, donc pour la conservation de la nature, qui montre que quand on met en place des mesures de protection, elles sont efficaces. On a des populations qui se remettent à devenir abondantes, des interactions qui se recréent. Il faut juste qu'on arrive à leur laisser cet espace et ce temps. Et au Muséum d'histoire naturelle, on a ces programmes de sciences participatives, dont un qui s'appelle l'Observatoire agricole de la biodiversité, qui s'adresse aux agriculteurs et aux agricultrices, qui peuvent à la fois observer la biodiversité dans leurs champs et aussi renseigner sur leurs pratiques. Et les résultats de cet observatoire, ils montrent que là où on a des pratiques très très intensives, avec beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides, on a une diminution de l'abondance des insectes pollinisateurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que là où les pratiques sont moins intensives, on voit des situations de réaugmentation. Votre champ de spécialité, c'est les interactions plantes à fleurs et pollinisateurs. Est-ce qu'il faut plus d'interactions humains-vivants ? On est dans une situation où les humains vivent de plus en plus en ville et donc ont de moins en moins de contact avec des espèces sauvages et peut-être se rendent moins compte de l'importance de ce monde vivant pour leur vie de tous les jours, mais peut-être aussi pour leur bien-être psychologique. Et donc, une des options, c'est effectivement de favoriser cette reconnexion. Et les sciences participatives, de ce point de vue-là, peuvent être un bon outil pour cela parce que ça propose à des personnes juste curieuses d'aller observer la nature et de découvrir toute la diversité incroyable de ce monde vivant. Mais il ne faut pas non plus penser que la solution viendra que de changements individuels. Il faut aussi des politiques publiques qui soient ambitieuses. Par exemple, sur la question de l'agriculture, sûrement tout le monde aimerait bien manger des produits sains, locaux, agriculture biologique, mais ça coûte cher et tout le monde n'a pas forcément les moyens de se les payer. Et donc, il faut aussi envisager des solutions un peu collectives. Et par exemple, il y a des solutions autour de la sécurité sociale alimentaire qui proposent que tout le monde puisse avoir accès à une nourriture saine et respectueuse de l'environnement et de la nature. Dans cet épisode, vous venez d'écouter Emmanuel Porcher, écologue et professeur du Muséum national d'histoire naturelle, interviewé par Flora Trouillou. Pour que nature vive. Un podcast produit par le Muséum national d'histoire naturelle et création collective, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.
Pour la réédition du livre Avant que nature meure de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée Pour que nature vive, qui a inspiré le titre de ce podcast.